Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas un cours de maths. Alors, les cours de maths vont continuer à être publiés au même rythme que d'habitude, après une fois toutes les 2 semaines. Ceci est une vidéo supplémentaire pour ceux que ça amuse. Et cette vidéo contient en fait des sujets de recherche mathématique plus ou moins amusants, enfin que moi en tout cas je trouve amusants. Et donc si vous voulez les regarder pour vous amuser à les chercher, eh ben, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, c'est dans le cadre de l'association Mathangine dont je m'occupe que je pose ces sujets. C'est une association dont je suis membre depuis plusieurs années et qui a pour but de faire voir les mathématiques autrement aux jeunes. Donc je profite un peu de ma petite notoriété pour en faire de la pub, parce que voilà, j'adore cette association. Et si vous voulez en savoir plus, si vous êtes prof de maths quelque part en France ou ailleurs, on ne sait jamais, en Amérique du Nord par exemple, et que vous vous dites tiens j'aimerais bien en apprendre plus pour savoir éventuellement le faire à mes élèves, eh bien vous cliquez sur le lien qui doit s'afficher quelque part au-dessus de ma tête, ou si jamais ça marche pas, parce qu'avec YouTube je suis pas très fort, dans la description il y a un lien vers une vidéo qui vous expliquera en quelques minutes ce que c'est exactement la classification Mathangine, une vidéo qui a été réalisée par mes copains pendant le dernier congrès à la fac de La Rochelle au printemps dernier. Donc voilà, là vous saurez exactement de quoi il retourne, et vous verrez si ça vous intéresse ou pas, donc voilà. Alors, donc les sujets qui sont là, ils sont pas de moi, enfin ils sont mis à ma sauce, si vous voulez, mais je les ai trouvés sur internet, j'en ai cherché des dizaines et des dizaines sur des sites d'énigmes mathématiques, sur des sites de challenge, etc. Et puis quand j'ai trouvé des trucs qui me donnaient envie de les chercher, eh bien voilà, je les ai cherchés, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire, essayer de les simplifier, de trouver des questions intermédiaires éventuellement pour essayer de les mettre à la portée des élèves de collège, puisque cette vidéo est plutôt destinée aux collégiens, même si des lycéens peuvent très bien s'amuser, et des adultes à les chercher. Et puis après viendra une vidéo pour les sujets plutôt pour les lycéens, qui sont juste peut-être un peu plus abstraits. Et donc n'hésitez pas à les chercher si ça vous fait plaisir. Par contre, alors il y a une règle vraiment importante, c'est ne commentez pas la solution, d'accord ? Ou d'indications pour résoudre les problèmes. Soyez sympa, ne spoilez pas le plaisir des élèves, dont le but ça va être de chercher tout au long de cette année scolaire les résultats qui sont là. Donc si... bon, c'est frustrant d'avoir trouvé quelque chose de super ou d'être proche de la solution et puis pas pouvoir poser la question, dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Donc, ok, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un mail, d'accord, mathadulte@gmail.com. Et bon, je vous répondrai peut-être pas dans l'instant, mais je regarderai tous les mails qui sont arrivés. Et si vous avez une question, je vous dirai. Si vous avez trouvé, je vous dirai félicitations, et comme ça on sera heureux. Si vous avez dit est-ce que je suis prêt ou pas de la solution, je vous répondrai. Donc vous ne serez pas frustré, vous pourrez vous exprimer, mais s'il vous plaît, pas en commentaire. Pour une fois qu'un youtubeur vous dit de ne pas mettre de commentaires, bon, on peut encore en mettre pour dire si ça vous plaît, si c'est sympa d'avoir mis ça, ou si ça vous saoule, ou dire merci, ou coucou, ou n'importe quoi. Mais s'il vous plaît, pas les solutions aux énigmes, ok ? Allez, je sais que vous êtes des adultes, je peux vous faire confiance, donc j'y vais. Alors, en commençant par le premier sujet. Donc le premier sujet est le suivant. Un fabricant de puzzles carrés, d'accord, donc décide de fabriquer des puzzles dont toutes les pièces sont des carrés. Alors voilà, qu'est-ce que ça représente ? Voilà un exemple, voilà un puzzle, vous voyez, le cadre vert, voilà, est un puzzle donc, qui est composé de pièces qui sont toutes des carrés. Alors par contre, les dimensions des carrés peuvent varier comme on veut. L'important c'est de remplir bien évidemment entièrement le grand carré avec des carrés plus petits. Donc là, oui, par exemple, j'ai réussi à faire un puzzle qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces. Ok ? Donc voilà, j'ai un fabricant, il fabrique comme ça plein de puzzles, avec plein de carrés de toutes les formes et tout ça, et donc il est très content, et dès qu'il a fabriqué un puzzle, il écrit le nombre sur la boîte, et la question, quels sont les nombres qu'il ne pourra jamais écrire sur les boîtes. Ok ? Donc voilà, donc là, avec notre exemple, on a vu qu'il peut écrire 8, et s'il a construit ce puzzle, et puis il le met sur une boîte, il met un puzzle à 8 pièces. Alors maintenant, la question c'est, voilà, quels sont les nombres qu'on verra jamais ? Est-ce qu'il peut y avoir un puzzle à 1000 pièces, à 2000 pièces, à 2019 pièces, 34 pièces. Bon, 2 par exemple, je vous l'ai mis, c'est un exemple si on ne peut pas, vous voyez, avec 2 carrés. 2 carrés, même pas de même taille, machin, je ne pourrais jamais faire un grand carré. Donc ça, c'est facile. 3, pas trop dur. Mais après, voilà, quels sont les nombres qu'on pourra obtenir comme ça ou pas ? Voilà le premier sujet de recherche. Bon courage à vous, à ceux qui vont choisir ce sujet. Je passe au deuxième. Donc le sujet 2, le trésor des pirates. Alors, donc, nous avons 10 pirates qui vont décider de se partager un trésor composé de 1000 pièces d'or, de 1000 écus, de la manière suivante. Alors, chaque pirate a un âge différent, d'accord, on va supposer ça, et donc c'est le plus âgé qui commence à faire une répartition. Il va dire, tiens, allez, moi j'en prends, je sais pas, 100, toi t'en prends 100, toi 100, enfin par exemple, il peut dire 100 chacun, par exemple, voilà, c'est une possibilité. Ou il peut dire, moi j'en prends 200, et puis vous, ce qui reste, donc les 800 divisé en 9, ça tombe pas juste, bon bref. Ok, il propose une répartition comme ça, ok ? Et voilà ce que je propose comme partage. Alors là, il y a 2 solutions. Soit les pirates sont d'accord, disent « Ok, ça nous va », et donc tout le monde garde la part qui a été attribuée par le plus ancien. Soit une majorité stricte, alors majorité stricte, ça veut dire
si jamais il y a un nombre pair, comme là il y en a 10 au début, c'est plus que 5, c'est-à-dire 6 minimum qui votent contre. D'accord? Après, on va voir, il y a de moins en moins de pirates peut-être, donc à ce moment-là, la majorité stricte, c'est toujours strictement plus que la moitié, d'accord? Donc là, s'il y en a 6 qui votent contre, alors c'est très simple, eh bien, on balance le vieux pirate par-dessus bord, en disant sa proposition est nulle, on s'en débarrasse, on reste à 9, et le plus âgé des 9 va de nouveau proposer une répartition, d'accord? Et donc là, voilà, maintenant, il suffit qu'il y en ait 5 qui la rejettent pour qu'il soit balancé à la flotte, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il en reste peut-être plus qu'un. Ben, non, un, c'est pas possible, parce que un tout seul, même quand ils sont plus que 2, il ne peut pas avoir la majorité. Mais voilà. Bref, donc voilà, et donc la question c'est que évidemment le premier pirate, vous êtes le premier pirate, vous n'avez pas envie de vous faire balancer par-dessus bord, et donc la question c'est quel est le nombre maximum de pièces que vous pouvez vous donner au début pour que les autres acceptent, ok? Donc évidemment, comme d'habitude, on suppose que les pirates sont d'excellents logiciens, qui ne font pas d'erreur de raisonnement, et que si au final c'est plus intéressant pour eux d'accepter, eh ben, ils ne vont pas voter contre. Donc il faut évidemment comprendre la logique derrière tout ça, pour voir combien on peut sans risque s'attribuer de pièces. Ok? Et puis après, donc si vous réussissez ça, bah, je vous dis, voilà, s'il y a plus que 10 pirates, alors on peut rajouter des nombres de pièces, il n'y en a plus assez, hein, mais s'il y a 50 pirates, 100 pirates, que sais-je, voilà, quelle est la formule qui permet de savoir à chaque fois quel nombre maximal de pièces le plus âgé peut se mettre dans la poche sans risquer de se faire balancer par-dessus bord. Voilà, voilà. Allez, passons au troisième sujet. Alors, la course vers le 1. Donc là, il s'agit d'un petit jeu, donc qui se joue à 2. Alors là, j'ai pris Florence et Mathieu. Toute ressemblance avec des personnages connus pour certains de mes élèves est une coïncidence. Donc, ils jouent au jeu suivant. Alors, ils choisissent au début le nombre 30, par exemple, pour démarrer. Et chacun son tour, ils vont faire une des deux opérations suivantes. Soit ils enlèvent 1, soit ils divisent par 2. On va me dire, oui, mais alors si c'est un nombre impair, ils ne peuvent pas diviser par 2. En fait, si. Si c'est, je sais pas moi, 7, ils divisent par 2, ça fait 3,5, hop, ils mettent 3. D'accord? Ils arrivent toujours à un nombre entier en arrondissant à l'entier inférieur. Ok, donc voilà, donc on va faire un exemple de partie pour voir comment ça se passe. Donc on part à 30. Alors Florence qui joue en premier enlève 1 et donc fait 29. Ok, donc Mathieu qui joue en deuxième, lui il décide de diviser par 2. Alors 29 divisé par 2 ça se peut pas, hein, ça fait 14,5, donc il arrondit et il dit 14. Ok, alors là Florence dit bah tiens moi aussi je peux diviser par 2, hop, la moitié de 14 bah, c'est 7. Très bien, et bien Mathieu dit bah moi je vais enlever 1, tiens je vais dire 6. Et Florence se dit bon bah moi aussi tiens je vais enlever 1, 5. Et puis là Mathieu se dit tiens bah moi je vais diviser par 2, hop, ça fait 2. Et puis là Florence elle dit bah tiens je fais moins 1 ou je fais diviser par 2, c'est pareil, j'obtiens 1. Et là elle est super heureuse, elle a gagné puisque c'est celui qui arrive à dire 1, le premier, qui a gagné. Ok? Donc voilà la règle du jeu. Et donc les questions bah, sont, vous avez deviné j'imagine, c'est si les deux joueurs aient joué le mieux possible, parce que là c'est pas clair qu'ils aient joué tous les deux au mieux de leur intérêt, si vous regardez un petit peu comment ils ont joué. S'ils jouent tous les deux le mieux possible, est-ce que c'est forcément celui qui commence qui l'emporte? Ou est-ce que c'est forcément celui qui joue en deuxième qui l'emporte, hein? Voilà. Comme il n'y a pas de match nul, il y en a forcément un des deux qui doit gagner. Enfin bon. Ok, et alors si on commence à 68, parce que là on a commencé à 30, qui était l'âge de Florence, et si on commence à 68, qui est l'âge de Mathieu, qu'est-ce que ça donne? Un petit clin d'œil Mathieu. Hein, alors est-ce que c'est toujours le même qui est celui qui commence qui gagne, celui qui est en second qui gagne, ou est-ce que c'est pareil qu'au début, est-ce que ça change, etc. Ok, et puis maintenant, voilà, si je prends un nombre de départ n'importe lequel, 2019, encore par hasard, hein, 3622, je ne sais pas, bref, est-ce que c'est toujours celui, voilà, qui est-ce qui gagne? Est-ce que c'est celui qui commence ou celui ou l'autre? Et puis évidemment, comment il fait? Parce que dire, ok, c'est le premier qui gagne, mais on ne se connaît pas la stratégie, hein, donc le but pour le forum, les jeunes, ce sera évidemment de pouvoir présenter le jeu, de jouer avec quelqu'un qui ne connaît pas la ruse, et de gagner à chaque fois, d'accord? Donc il faut vraiment bien comprendre. On faut choisir un nombre de départ à quelqu'un, hop, 54, vous devez savoir s'il faut commencer ou pas. Et après, une fois que vous dites, bah, tiens, allez-y, commencez, si vous savez qu'il ne faut pas commencer, par exemple. Et puis vous devez savoir quoi jouer pour gagner à tous les coups, quoi. Hein, c'est ça l'objectif. Ok, voilà, bon courage. Alors, sujet 4, donc c'est un sujet un peu rigolo aussi, enfin moi je trouve très rigolo, mais... les vaches gourmandes. Alors là, typiquement, il ne faut pas le prendre si vous êtes au lycée, parce que là, pour le coup, vous allez avoir des outils qui vont permettre de le faire de façon... voilà, un peu bourrine et un peu machin, ça va être moins drôle que c'est plus tellement un sujet de recherche. Là, pour le coup, celui-là au lycée est plus tellement un sujet de recherche, c'est plutôt pour les plus jeunes que je le destine. Donc voilà. Donc Pierre a des vaches, d'accord, qui mangent tous les jours la même quantité d'herbe. On va supposer ça, donc une vache, voilà, elle mange toujours la même quantité d'herbe, quel que soit l'herbe restante dans l'enclos, et quel que soit le nombre de vaches autour d'elle, etc. Une vache mange une quantité d'herbe fixe par jour. Ok. Donc voilà, il a un enclos qui a une certaine quantité d'herbe, il met 6 vaches dedans.
Ok, donc voilà, et donc elle se nourrit, elle mange tout ça, et puis il se rend compte qu'au bout de 3 jours, bah, l'herbe est toute rase, il n'y a plus rien à manger. Ok, donc il enlève les 6 vaches, et puis il attend que l'herbe repousse. Ok, donc l'herbe repousse exactement la même quantité d'herbe, on suppose, à chaque fois que quand il y avait les 6 vaches au début. Et puis cette fois, il met 3 vaches dedans. Ok, hop, donc son enclos, et donc il se dit, bon, bah, cette fois, ça va forcément manger plus longtemps que les 6 vaches. Les 6 vaches avaient de quoi manger pendant 3 jours, j'en mets que 3, bon, bah, il attend qu'il n'y ait plus d'herbe, et puis là, en fait, elles mettent 7 jours à manger toute l'herbe. Vous voyez? Elles mettent pas 6 jours comme Pierre s'attendait, elles mettent 7 jours Elles ont de quoi manger pendant 7 jours. Et donc Pierre est étonné, il est surpris. Il dit, mais tiens, ça alors, je ne m'attendais pas à ça. Donc première question, quelle hypothèse a oublié Pierre? Vous pouvez me dire quelle est sa faute de raisonnement, enfin pourquoi il est surpris. Et puis, donc maintenant, évidemment, en prenant l'hypothèse que Pierre a oubliée, dans cet enclos-là, si j'attends de nouveau que l'herbe repousse au même niveau et que je mets cette fois une seule vache dedans, eh bien, combien de temps elle va mettre avant que l'herbe soit complète? Combien de temps va-t-il se passer avant que l'herbe soit de nouveau complètement rare? Voilà, voilà. Amusez-vous bien avec ce sujet. Ensuite, les nombres triplets. Donc là, c'est un sujet plus abstrait. Plus, voilà, c'est pas une situation concrète, même si on n'a pas beaucoup de vaches en général dans des enclos, mais enfin bon. Un nombre est un nombre triplet, alors voilà, s'il existe, c'est une définition, s'il existe 3 entiers A, B et C, tels que n, donc soit la somme des 3 entiers A, B et C, mais alors ils ne peuvent pas être n'importe comment, il faut que B soit un multiple de A, ça veut dire que B est dans la table de A, vous voyez, c'est A fois quelque chose, ça donne B. Et il faut que C soit un multiple de B, donc que B fois éventuellement un autre nombre, hein, ça fasse C. Ok? Et n s'écrit A plus B plus C. Alors prenons un exemple très simple, si je prends A égale 1, le plus petit que je peux, d'accord? B, le plus petit multiple de 1 que je peux, bah, c'est 1 fois 2, parce que, oui, j'ai mis A strictement plus petit que B, plus petit que C, on ne prend pas la multiplication par 1, d'accord? Donc le plus petit après multiple de A, bah, c'est 2A, donc là si A c'est 1, c'est 2, et puis après le plus petit multiple de 2, c'est 4, donc vous voyez, le plus petit nombre que je peux faire, c'est 1 plus 2 plus 4, et donc 7, c'est un nombre triplet. Et puis donc les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah, ils ne sont pas triplets, vous voyez, c'est pas possible de réussir à faire ça. Ok? Donne un autre exemple, si je pars de 3, puis 3 fois 3, 9, 9 fois 5, 45, donc 3 plus 9 plus 45, je vous laisse vérifier que c'est bien 57, donc 57 est un nombre triplet. Ok? Eh bien la question est très simple, c'est quels sont les nombres triplets? Voilà. Est-ce que parmi tous les nombres, vous pouvez trouver une méthode pour savoir si un nombre est triplet ou pas? Et encore, la cerise sur le gâteau, évidemment, c'est si je donne 2019, est-ce que c'est un nombre triplet? Et si oui, donnez-moi un triplet, c'est pas sûr que s'il n'est pas unique, donnez-moi au moins un, ou voire tous ceux qui donnent 2019 par exemple. Quelles sont les différentes façons de le voir comme triplet ou pas, si c'en est pas un. Ok, voilà le sujet, donc un peu plus abstrait, mais quand même rigolo. Enfin, moi je trouve. Ok, alors le camion en ressort. Ah, celui-là j'en ai bavé, dites donc. Pas si dur que ça, mais j'en ai bavé comme un malade avant de trouver la solution. D'ailleurs, je remercie Blanche que vous avez vu dans ma précédente vidéo, parce que c'est elle qui m'a trouvé la solution. Donc, oui, parce que même niveau collège, des fois on sèche. Hein, les maths, c'est ça qui est bien, hein, c'est qu'il y a des fois des élèves qui me surprennent, qui trouvent des trucs auxquels je n'avais pas pensé. C'est ça qui est chouette. Bon bref, donc voilà un camion à ressort, donc un camion qui porte 15 charges d'1 tonne sur des ressorts. Le camion à vide étant pesant 3 tonnes. Et le principe des ressorts, alors voilà, pourquoi ils sont sur des ressorts? Parce qu'on peut les actionner pour faire une action qui est la suivante. Donc, les rochers, a priori, voilà, les blocs, ils pèsent 1 tonne, ils sont sur le ressort. Et alors, si j'appuie sur un bouton, je peux les activer. Alors, le ressort va se contracter, d'accord, de façon hydraulique pendant 1 seconde. Là, il va se préparer à éjecter le truc, et il va éjecter le bloc. Donc là, ce processus-là, pendant 1 seconde, fait qu'en fait, l'ensemble bloc plus ressort plus mécanisme pèse 2 tonnes tout d'un coup, vous voyez, parce que comme il se contracte, il appuie plus sur le camion et puis il a force pour éjecter le truc. Pendant ce temps-là, il y a une pression supplémentaire qui s'exerce sur le camion. Donc on va admettre que pendant 1 seconde, tout se passe comme si ce bloc pesait 2 tonnes pendant 1 seconde. Ok, hein, c'est une simplification, mais c'est bon, pour s'amuser. Alors une fois que le bloc est envoyé en l'air par le ressort, donc là ce qui se passe, c'est que du coup il monte, hein, tout ça, et puis il redescend. Et donc là on considère que c'est négligeable le ressort, le mécanisme, etc. C'est vraiment le bloc qui fait l'essentiel du poids du reste. Le reste c'est dans le poids du camion à vide. Et donc là la masse de ça c'est 0 pendant 2 secondes. Ok, si on les voit tous en l'air, le camion pèse 3 tonnes et puis voilà quoi. Ok, donc, donc le temps que le truc monte et descend, on considère que là il y a une masse nulle pendant 2 secondes. Mais par contre, évidemment, au moment du choc, pouf, et qu'il faut amortir le poids du bloc qui retombe, etc., de nouveau, c'est comme si
le bloc pesait 2 tonnes pendant 1 seconde avant qu'il se stabilise et qu'il reprenne son poids normal d'1 tonne. Ok? Donc voilà ce qui se passe. Pour chacun des blocs, je peux actionner indépendamment les uns des autres. Dès que je clique sur un truc, il se passe ça. Ok? Donc voilà, pendant 1 seconde, 2 tonnes, pendant 2 secondes, rien, pendant 1 seconde, 2 tonnes, et puis après il reprend son poids d'1 tonne. Ok? Et une fois qu'il est là, je peux réenclencher si je veux. Ok? Voilà, voilà. Donc maintenant, supposons que mon camion, donc mes 15 blocs, là, il arrive tout d'un coup, puis oh là là, il voit un poids, attention, charge maximale 10 tonnes. Bon, alors, bien embêté, il en fait 18, donc a priori, il passe pas, sauf que le temps de traverser, il calcule avec sa vitesse 60 km/h, qui va mettre 2 secondes à traverser. Alors, comment il peut faire? Alors, c'est là que c'est un petit peu moins bien les vidéos que quand je fais l'interaction dans les classes, donc voilà, c'est juste pour un rappel, cette vidéo. J'espère qu'on pourra faire des Skype pour ceux qui sont en Amérique du Nord, et puis sinon, j'irai dans les classes, donc on pourra discuter. Mais voilà, donc comment il peut faire? Je vous laisse réfléchir un petit peu, mettez sur pause si vous voulez pour essayer de trouver la réponse. Et donc moi je vais la donner maintenant. L'astuce c'est que il faut qu'il pèse moins de 10 tonnes que traverse, donc vu qu'il il faut qu'il en fasse sauter au moins 8 blocs, d'accord? Donc ça il peut, avant même s'il pèse 8 tonnes de plus, c'est-à-dire 26 tonnes juste avant le pont, c'est pas grave. Hop, les blocs sont en l'air, il avance pendant 2 secondes. Si on a balancé au moins 8, il pèse moins de 10 tonnes, et puis, ou 10 tonnes s'il en met juste 8. Hop, les blocs retombent quand il est sorti du pont et donc tout va bien. Ok, donc voilà, une astuce pour passer des ponts qui sont a priori pas possibles à passer en faisant sauter des blocs. Et donc le challenge maintenant est un peu plus compliqué parce que maintenant vous arrivez de nouveau sur un pont qui dit que la charge maximale est 17 tonnes. Vous faites juste 1 tonne de plus. Bon, mais ça s'effondre quand même si vous passez, donc vous pouvez pas y aller quoi. Donc c'est pas beaucoup machin, mais par contre, il y a 6 secondes pour traverser. Le pont est beaucoup plus long, d'accord? Et voilà, donc là, comment vous faites? D'accord? Toujours avec ce mécanisme, vous savez, quand un bloc il retombe pendant 1 seconde, ça vaut 2 tonnes le bloc. Donc voilà, comment vous faites pour réussir à traverser un pont dont la charge maximale est de 17 tonnes et qu'il faut 6 secondes à traverser? Voilà, voilà, amusez-vous bien. Moi j'ai passé vachement de temps dessus, donc je me suis bien amusé. Profitez. Ok, allez. Alors, un sujet des prisonniers. Ah, ça, je sais que mon copain Pierre adore les sujets de prisonniers. Moi aussi, j'adore les sujets de prisonniers. Donc là, cette année, il y en a un pour les collèges, un pour les lycées. Comme ça, c'est la fête. Donc voilà, celui pour les collèges, qui a priori, moi, je le pense, dans ma perception, plus simple. Mais après, peut-être que l'autre est plus simple. Enfin, ça dépend tellement des gens, les maths. Bref. En tout cas, voilà. Donc là, il y a 10 prisonniers, d'accord? Et alors c'est comme d'habitude, vous savez, il y a un geôlier qui dit voilà, vous allez faire une énigme mathématique, si vous la gagnez, vous êtes tous libérés, si vous l'échouez, vous êtes tous tués, et tout ça. Les prisonniers peuvent se concerter évidemment pour mettre au point une stratégie, et puis l'épreuve arrive, et s'ils réussissent l'épreuve, ils sont sauvés, et voilà. Donc ça c'est le schéma du problème est toujours le même, évidemment, je vais vous demander comment ils font pour s'en sortir. Alors là, en fait, voilà, donc la question c'est juste, c'est quoi l'épreuve? Alors l'épreuve, dans ce cas-là, est la suivante. Donc chaque prisonnier se voit assigner un numéro de 1 à 10 qu'il ne connaît pas. D'accord? Donc, par exemple, sur une casquette ou je ne sais pas quoi, d'accord? Et puis ils se voient tous en vidéo, ils peuvent pas communiquer, ils peuvent pas se faire de gestes, enfin ils peuvent pas communiquer entre eux, on admet, d'accord? Et puis donc chaque prisonnier voit les numéros qu'il y a sur la tête des autres, ok? Il peut y avoir plusieurs fois le même numéro et j'ai 4 liés sur la tête de 4 personnes, oui, donc il met des numéros entre 1 et 10, ça c'est important, aux 10 prisonniers, ok? À chaque fois, il y a des prisonniers, puis des nombres entre 1 et 10. Mais là, il n'y a pas tous les nombres entre 1 et 10, parce qu'il a mis plusieurs fois le même. Vous voyez, il a mis plusieurs fois 1, plusieurs fois 4, etc. Donc, par exemple, il n'y a pas le nombre 6 ni le nombre 5. Vous voyez. Donc, voilà. De façon complètement aléatoire, le geôlier met des nombres. Ou pas aléatoire, comme il veut. Enfin, il peut essayer de les piéger, il fait ce qu'il veut. Il met des nombres sur la tête de chacun des prisonniers. Chaque prisonnier voit les 10 autres nombres, et pas le sien. D'accord? Voilà. Et alors, attention, à un moment, le geôlier dit top, et à ce moment-là, tous les prisonniers donnent en même temps un nombre. Ils ne peuvent pas écouter ce que disent les autres avant de donner leur nombre à eux. Ils disent juste ce qu'ils pensent. Clac. Donc là, on fait un essai. Donc après, voilà. Donc là, hop, ils ont tous balancé un nombre. 9, 8, 6, 3, 5, 4, 7, 1, 2, 9. Ok, voilà. Et alors donc, pour être sauvé, il faut qu'il y en ait un qui trouve le nombre qui est sur cette tête et un seul. D'accord? Donc là, ça tombe bien parce que là, il y a lui qui a dit 8 et tous les autres, ils se sont trompés. Donc ça passe, là, ils sont tous sauvés. Ok? Donc la condition, c'est, vous voyez, s'ils disent tous au hasard, parce qu'on pourrait se dire, bon, ils répondent tous au hasard, il y en a peut-être bien au moins un qui va avoir bon. Mais peut-être 2. Et puis en plus, la question, bien évidemment, vous avez deviné, c'est pas, même s'ils ont beaucoup de chances d'y arriver en faisant au hasard, c'est pas ça le but. Le but, c'est quelle est la stratégie qu'ils vont mettre en place pour être sûr que quoi qu'il se passe, ils soient libérés. Parce que ça existe, évidemment.
Donc il y a une méthode hein, pour être sûr de réussir l'épreuve. Comment faire? Voilà, voilà, voilà. Très bien. Allez, sujet suivant. On prend un polygone régulier à 10 côtés. Alors là, c'est pour commencer 10, et bien évidemment, après, je vous demanderai de faire avec plus ou moins, enfin bref. Donc voilà, donc là, vous mettez des pièces sur un polygone régulier. OK. Et donc, je vous rappelle, polygone régulier, ça veut justement dire qu'il est inscriptible dans un cercle, et puis donc toutes les longueurs sont égales, hein, et tous les angles sont égaux. Hein. OK, donc bah, ouais, c'est ça, quoi. Et alors, donc c'est encore un jeu, hein, comme tout à l'heure, là, c'est chacun son tour, il y a deux personnes qui jouent. Alors, la règle du jeu, c'est la suivante. Je peux retirer une pièce parmi les 10 qui sont là, à condition que parmi les pièces restantes, je puisse en trouver 3 qui forment un triangle dont tous les côtés sont des angles aigus. Hein, je donne un exemple, vous voyez, là par exemple, tiens, ces trois pièces-là, ben, quand je les relie, ça fait un triangle dont tous les angles sont aigus. Alors attention, hein, c'est aigu au sens strict, c'est-à-dire qu'un angle droit, c'est pas un angle aigu. D'accord? Un angle aigu, c'est un angle qui est plus petit qu'un angle droit. Plus grand, c'est obtus. Un angle droit, déjà, c'est déjà plus aigu, hein, ça compte pas. Donc, pas prendre, parce que par exemple, si j'avais pris celui-là, celui-là, et puis celui-là, ben, il y aurait sans doute eu un angle droit ici, et donc là, ça marche pas. Hein, ok? Donc, voilà, si j'arrive à faire un triangle avec 3 angles sont aigus, ben, alors je peux choisir une des 3 pièces du triangle, comme je veux, et hop, je la récupère. Ok? Et au suivant, alors le suivant, pareil, il faut qu'il trouve un triangle avec 3 pièces, etc. Cloc. Et puis voilà, comme celui-là, là, il y a 3 angles qui sont aigus, hein, d'accord, ça se voit assez bien sur le dessin, je pense. Et donc, je choisis une pièce à retirer, par exemple celle-ci. Et donc, le jeu continue comme ça, et bah, évidemment, vous avez compris, c'est le premier qui ne peut plus jouer, il a perdu. Quoi. Donc voilà. Donc, chacun son tour, on essaye de piéger pour faire en sorte que l'autre ne puisse plus jouer. Et bah, donc, la question, c'est quel est le joueur qui a une stratégie gagnante? Est-ce qu'il faut mieux commencer ou est-ce qu'il faut mieux ne pas commencer? Et quelle est la stratégie gagnante? Donc, c'est la même question que tout à l'heure, essentiellement. Et puis après, voilà, si on place 10 par 11, 12, 20, enfin même tous les nombres que vous voulez, en fait, hein, si vous trouvez des résultats pour 15, ça m'intéresse aussi. Hein. Comment on fait? Donc voilà, pareil, on fera le jeu pour de vrai le jour du forum pour s'amuser. Bref, voilà, voilà. Allez, je termine par le dernier sujet. Alors celui-là n'est carrément pas de moi, hein, je vous le montre parce que je pense que je vais le réutiliser pour mes ateliers en France. C'est Quentin Capard hein, qui l'a formalisé, j'ai trouvé super, moi je me suis amusé tout de suite à le chercher parce qu'il m'a vraiment intrigué, etc. Et du coup je ne résiste pas au plaisir de vous le représenter. Donc il vous le fera sans doute par Skype mieux que moi, mais enfin bon. Donc voilà, donc c'est les formes bizarroïdes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une forme bizarroïde? C'est une forme, un polygone, c'est-à-dire donc vous partez d'un point, vous tracez les traits, vous tombez sur le point de départ. De telle façon que vous commencez par tracer un trait donc horizontal ou vertical de une unité, et puis vous tournez à angle droit à chaque fois. D'accord? Donc à chaque fois, hop, vous tracez un, vous tournez à d'angle droit, droite ou gauche, vous tracez un segment de 2, tournez à droite ou gauche comme vous voulez, segment de 3, droite ou gauche comme vous voulez, angle droit, segment de 4, ainsi de suite. D'accord? Et puis éventuellement à la fin, ben, vous arrivez peut-être sur le point de départ, peut-être aligné, vous n'arrivez pas forcément perpendiculairement au point de départ, ça c'est pas demandé. Mais le but c'est de vous trouver un moyen de revenir sur le point du début en respectant sa règle, toujours que les segments augmentent de 1 en 1. D'accord, que les longueurs sont 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Le dernier segment, je sais pas, moi, fait 24, vous retombez sur le point de départ, ok, vous avez une forme bizarroïde. Ok, donc j'accepte que ça se croise même, hein, ça peut être marrant, même si elles se rentrent les unes dans les autres, c'est pas forcément gênant. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle une forme bizarroïde, c'est quand on réussit, après un certain nombre de côtés, à revenir au point de départ en respectant cette règle de tourner à angle droit à chaque fois et d'augmenter de 20 les longueurs. Et donc, la première question simple, déjà, moi qui m'a bien amusé, c'est dessiner déjà une forme bizarroïde. N'importe laquelle, d'essayer d'en trouver une, ce qui n'est pas si évident que ça. Donc, vous voyez, du coup, je ne peux pas vous donner d'exemple de forme bizarroïde, parce que justement, la première partie, c'est de réfléchir, d'imaginer pour en trouver une. Ensuite, est-ce que vous pouvez trouver la plus petite possible, forme bizarroïde, avec le moins de côtés possible, d'accord? Est-ce que vous pouvez prouver qu'on ne peut pas faire plus petit que ça? Ensuite, est-ce qu'on a des conditions pour dire par exemple une forme bizarroïde à 17 côtés, c'est pas possible, ou avec un nombre premier de côtés, ou avec un nombre au carré de côtés, je sais pas moi, 32 ou 16, ou est-ce qu'il y a des conditions comme ça? Est-ce qu'une puissance de 2, c'est pas possible? Enfin, est-ce qu'il y a des nombres sur lesquels vous pouvez dire là c'est sûr qu'il y en a, ou là c'est sûr qu'il n'y en a pas? Ok. Et puis pareil, est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites? Parce que c'est bien beau de le trouver à l'ordinateur, mais ce serait bien aussi de faire des preuves mathématiques. Et puis ensuite, si vous avez trouvé un nombre qui permet de faire une forme bizarroïde, combien vous pouvez en faire différentes qui ont n côtés? Imaginez que vous avez trouvé une forme bizarroïde à 20 côtés, combien vous pouvez en faire différentes à 20 côtés?
Et toujours pareil, essayer de faire une preuve. Donc ça, Quentin l'a précisé à chaque fois, c'est malin. Moi, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, hein, pour le camion, etc. Ben, même pour tous les examens, c'est bien d'avoir une preuve, d'accord? Moi, c'est bien de trouver la solution, mais il faut aussi pouvoir la prouver, la justifier, hein, d'accord? Pour les exposés que vous ferez dans les conférences, ça, il va falloir, c'est bien de montrer qu'on a trouvé un résultat cohérent, mais il faut prouver qu'il est juste. Hein. Parce que sinon, les mathématiques seraient un peu simples. Vous voyez. Imaginez, il y a une conjecture là, qui date depuis les années 70, qui est de savoir si P est différent de NP. Je n'explique pas les détails, mais imaginez, je fais une conférence et j'ai trouvé la solution, ouais, P est égal à NP, bravo, applaudissez-moi, c'est la gloire et tout. Bah, si je ne fais pas la preuve, tout le monde s'en fout de mon affirmation. Vous voyez. Donc c'est important en mathématiques de prouver ce qu'on dit. Donc je compte sur vous, les jeunes, pour prouver tout ça. Et bien voilà, c'est terminé, c'était le dernier sujet. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que plein de gens vont les chercher. Et je vous rappelle, on ne met pas les solutions en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'en fais une deuxième pour les sujets sur les lycées qui arrivent très bientôt. Et je vous dis merci et à bientôt.